de Kant. Parce que Kant, finalement, dans cette histoire de palier, quelqu'un d'assez ambigu, précède la nature philosophie qui viendra après, justement, qui identifie nature et pensée, et pas nécessairement par des gestes, mais je le ferai par des gestes, mais c'est celui qui ne va pas aller jusque-là, qui ne va pas aller jusqu'au post-kantisme, puisque ça vient après lui, mais qui ne va pas défendre une position de nature-philosophie. Mais pourtant, elle est, on pourrait dire, presque déjà présente chez Kant. Il faut faire un pas ontologique. Si donc on s'intéresse à Kant et sa position par rapport à l'espace, qui est assez connue, on sait que Kant va considérer que l'espace, c'est pas quelque chose qui est comme un espace absolu à la Newton, existant à l'extérieur de nous. Pour Newton, l'espace existe, il a une réalité, une forme de grand récipient dans lequel on serait. Pour Kant, on sait qu'il inverse les choses et donc il va défendre que l'espace, c'est une forme a priori, une forme a priori interne au sujet, donc ce qu'il va appeler le sens externe, mais le sens externe est dans le sujet. C'est-à-dire que l'espace n'est pas à l'extérieur, mais il est donc dans le sujet. Et c'est à travers cet espace donc, que nous connaissons les objets qui nous sont sensiblement donnés, c'est-à-dire que la sensibilité suppose donc l'espace a priori dans lequel on peut connaître et par lequel on peut connaître les objets. Il va même jusqu'à dire que c'est une forme d'idéalité, l'espace. Donc c'est pour ça qu'après il peut défendre, il peut expliquer pourquoi il y a donc des connaissances mathématiques a priori, des jugements a priori synthétiques comme il dit. Par exemple, il va prendre l'exemple de la ligne droite, donc entre deux points, que la ligne droite est la plus courte, enfin, et donc à partir du moment qu'il y a donc une synthèse entre ligne droite et puis plus court, qui n'a pas besoin de l'expérience pour être pensée, donc il y a des synthèses a priori sans passer par l'expérience, donc ici il réfute l'empirisme. Mais il arrive aussi à Kant, pour justifier cet a priorisme de l'espace, de se référer à autre chose, qui sont les orientations opposées. Dans un sens ou dans l'autre, quand on dit que quelque chose peut aller dans un sens ou dans un autre, j'expliquerai un peu ce qu'on entend par sens ou dans un sens ou dans un autre, mais déjà du premier fondement de la différence des régions dans l'espace, qui est un texte de 1768, il va donc prendre cette idée-là pour justifier finalement que l'espace est a priori et dans le sujet, puisque on ne peut pas rendre compte de la droite et de la gauche, puisque c'est des dimensions subjectives par donc l'espace lui-même. De certaine manière, on pourrait dire qu'il n'y a pas de droite et de gauche absolue. Il n'y a pas de droite et de gauche absolue puisqu'elles dépendent d'un sujet, et que ce sont toujours des droites la droite et la gauche sont toujours des orientations relatives à un sujet. Kant va même parler d'un sentiment, il y a ce rapport droite-gauche. Cette fois-ci dans un autre texte qui est qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, un problème d'orientation déjà chez Kant très présent, et un sentiment qui permet donc de faire la différence entre la droite et la gauche. Je trouve que c'est intéressant ici en termes de sentiment, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose peut-être de la pensée et du corps. Pensée et corps, d'ailleurs, on se demande comment on peut penser droite-gauche sans quand même engager quelque chose du corps. C'est d'ailleurs la droite-gauche dans la bouche même de Kant ne sont pas des déterminations conceptuelles, c'est-à-dire que c'est le fameux exemple qu'il donnait dans le premier texte avec la main droite et la main gauche, qui sont conceptuellement identiques, mais qui ne peuvent pas être expliquées conceptuellement, puisque la droite-gauche est irréductible à un concept, puisque ça dépend justement d'une orientation par rapport à un sujet. Donc, je disais, c'est un sentiment, mais sûrement y va-t-il quelque chose du corps. Et d'ailleurs, quand on lit la critique de la raison pure, cet argument disparaît. Du rapport des orientations, dans la partie au début, donc dans l'esthétique, sur l'intuition de l'espace, c'est pas ça qu'il va mettre en avant. Il va surtout mettre en avant qu'il y a des connaissances a priori, mais cet aspect de droite et de gauche et d'orientation par rapport à un sujet disparaît. Alors, ce qu'on pourrait montrer et aller encore un peu plus loin, et c'est ce que je vais faire, montrer qu'en fait, avec la droite et la gauche, avec des orientations, je dis droite-gauche, mais avec une orientation dans un sens ou dans l'autre, on peut penser aussi l'articulation avec un sujet, la place du sujet, C'est-à-dire, comme je viens de le dire, il n'y a pas de
il n'y a pas d'orientation opposée sans un sujet qui les articule, qui est finalement au milieu des deux. Hein, ça va dans un sens, dans l'autre, par rapport à moi qui suis au milieu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une articulation, là je reprends les termes de Châtelet, une articulation dans laquelle serait prise à la fois la place du sujet et les orientations opposées? C'est-à-dire qu'on voit bien que les trois tiennent ensemble. Il n'y a pas de droite sans gauche, il n'y a pas de droite-gauche sans un sujet. Donc ça s'appelle une articulation à trois termes. Donc l'articulation à trois termes, et cette articulation peut-être précède même le sujet au sens conscient. C'est-à-dire que le sujet, il vient prendre place dans quelque chose qui serait cette articulation. Alors, cette place, Châtelet l'appelle en fait un centre. Châtelet, en référence à Schelling, cette place neutre, hein, puisqu'elle ne va pas plus à droite qu'à gauche, cette place un peu d'équilibre, au centre, Châtelet va donc l'appeler un centre d'équilibre. Précisément un centre d'indifférence. Un centre d'indifférence. Ça, c'est un terme de Schelling que reprend Châtelet. Donc, le sujet viendrait prendre place dans un centre d'indifférence qui articulerait donc des sens opposés. Vous avez un sujet qui est actif alors, il prend place. Il prend place et d'une certaine manière la constitution, le sujet constituant en sens conscient est déjà présent dans la place qu'il prend puisqu'il est constituant des orientations opposées. C'est-à-dire que ces orientations opposées dynamiques sont déjà présentes avec le sujet. Parce qu'en fait le sujet, il ne vient pas sauter dans une place évidemment, il est à cette place. Mais cette constitution conduite droite-gauche, on va voir que c'est en rapport avec l'espace extensif, je vais y venir tout de suite, l'espace newtonien, on peut le penser comme ça. Il est donc partie prenante de la constitution de l'espace. On va voir comment. Donc on retrouve bien en fait ce que dit Kant, dans le sens où le sujet, cette fois-ci, est constituant et constitue, donc il prend part à ce qui, aux données en fait, qui met en forme. Alors si je prends donc cette idée d'étendue, d'extension de l'espace, il n'y a pas d'étendue ou d'extension, c'est-à-dire de grandeur extensive, sans possibilité de la parcourir dans un sens et dans l'autre. Donc on retrouve bien, si je prends ici le bord de la table, je peux parcourir ça dans un sens et dans l'autre. Évidemment, je n'ai pas besoin de le faire, mais virtuellement, je le fais. C'est-à-dire que virtuellement, ce qui m'apparaît comme ça en bloc devant moi suppose un aller-retour. Et cet aller-retour, il est en moi. C'est-à-dire cette constitution d'aller-retour, elle est virtuellement en moi, ce qui fait que cet espace qui m'apparaît extensif, qui m'apparaît en bloc, est en fait virtuellement travaillé par un sens et l'autre. Et qui se neutralise. C'est-à-dire, je sais que si je vais dans un sens, je peux revenir au point de départ, et qui se neutralise nécessairement. Vous voyez qu'on retrouve bien cette articulation qui est présente dans la perception que je peux avoir de quelque chose qui me paraît fixe. Donc il y a une dimension virtuelle, j'utilise le terme déjà de virtuel, mais virtuelle de mouvement, un aller-retour dans quelque chose qui se présente pourtant de manière au repos, quoi. Donc, et ça d'ailleurs, Kant aussi le dit dans un autre texte qui s'appelle L'essai sur les grandeurs négatives. Chez Kant, on retrouve encore une sorte de dimension. Kant, il y a beaucoup de textes en fait où il parle de ces problèmes d'orientation. Dans l'essai sur les grandeurs négatives, il le dit clairement, il parle bien de ce zéro, ce centre d'indifférence, et il prend l'exemple d'un bateau qui se déplace, qui peut revenir à la même place. Donc la constitution, la pensée, l'intérêt de penser à travers ces orientations, qu'il y a quelque chose qui doit intéresser la philosophie. Et ici, c'est ce qu'il va appeler donc un certain type de négativité, hein, pas une négativité conceptuelle, c'est pas dire bleu et non bleu, mais une négativité qu'il va appeler l'opposition réelle, c'est-à-dire que les opposés affirment. Si je vais dans un sens ou dans l'autre, c'est deux choses qui sont positives, dans le sens affirmé, et qui peuvent se neutraliser. Donc il y a de la négativité qui est quelque chose, c'est-à-dire le zéro. Si je vais dans un sens et que je reviens, j'ai quand même fait quelque chose. Je suis revenu, mais il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas un zéro vide. C'est un zéro qui contient des choses.
C'est un zéro donc intéressant parce que donc il articule des opposés, il articule il articule ici des déplacements, mais pas seulement. Je vais y venir tout à l'heure. Je voudrais continuer avec cette idée de centre d'indifférence pour aller du geste, parce que là je suis dans la perception. Déjà il y a un geste impliqué, puisque une articulation c'est, on voit bien, aller dans un sens, dans l'autre, il y a déjà du geste. Mais quand je fais un geste, n'importe quel geste cette fois-ci, un geste avec mon corps, quand je fais quelque chose dans un sens, je peux revenir dans l'autre sens. Il y a déjà cette dimension aussi d'aller-retour propre au geste. Mais surtout, quand je fais un geste, imaginez que je sois emporté par mes gestes, je ne suis jamais emporté par mes gestes. Je sais que quand je fais un geste, je peux revenir. D'ailleurs, pour faire un geste, il faut que j'ai un rapport à l'équilibre. En moi, un centre de gravité, ce qu'on appelle un centre de gravité, pour pouvoir effectuer correctement un geste. Donc, dans le geste lui-même, dans tout geste lui-même, il y a un zéro implicite. Un zéro implicite qui est le centre de gravité des gestes. Pour effectuer un geste, quand on perd l'équilibre, c'est justement qu'on a perdu ce centre de gravité. Donc les gestes eux-mêmes, tout geste est habité par ce centre de gravité, par ce zéro qui permet que s'effectuent les gestes. Donc ce n'est pas simplement qu'un problème de perception qui implique virtuellement un geste, les corps aussi sont habités par ce zéro. C'est-à-dire que le corps prend place aussi, lui, dans ce zéro dont je parlais, comme le sujet pensant prend place dans ce zéro. Donc on voit bien que pensée et corps, finalement, occupent la même place. Il y a une notion donc d'équilibre à ce moment-là dans ce que vous venez de dire. Oui. C'est-à-dire le geste revenant à son départ par rapport au centre de gravité, si l'individu n'est plus en équilibre, tout à fait. Il chute, etc. C'est ça. Donc c'est important cette notion d'équilibre. C'est important cette notion d'équilibre, qui n'est pas la seule, mais qui est, on va dire, le prérequis pour effectuer un geste. Et un geste, quand on fait un geste, en fait le geste implique un prendre sur soi, c'est-à-dire que quand on fait un geste, on l'habite. Un geste doit être habité, on doit assumer un geste. Alors, on le voit bien quand on commence à apprendre un geste, quand on commence à faire du vélo par exemple. Il faut arriver à être à la hauteur du geste, habiter son geste, le prendre sur soi, l'assumer. Une fois qu'il est devenu habituel, on ne se rend plus compte de ça. Mais se prendre sur soi est très important parce que c'est une dimension propre au geste, à tout geste. C'est-à-dire qu'un geste est dans son étymologie même. Et geste, au départ, ça veut dire porter, ça vient du verbe porter. C'est Agamben qui a mis l'accent sur cet aspect-là dans un texte qui s'appelle Notes sur le geste. Le geste, en fait, d'une certaine manière, effectuer un geste, c'est être le porteur de quelque chose. Être le porteur de quelque chose qui se porte soi-même. Pour qu'il se porte le geste, il faut que je sois le porteur, il faut que je sois subjectivé par le geste. Donc cette idée de porter est très important. Et donc porter un geste, c'est l'assumer, c'est prendre sur soi ce geste. Et donc se prendre sur soi, on va voir qu'il est impliqué, si on veut faire une expérience de pensée pour penser le zéro, dont je parle depuis tout à l'heure, ce zéro qui est au milieu, c'est en fait le geste du zéro, le prendre sur soi, le geste de la production du zéro. C'est-à-dire qu'en fait, dans le geste, dans tout geste, il y a déjà un geste. Le prendre sur soi est un geste intérieur à tout geste. On peut l'effectuer proprement en pensée en le mettant à distance de nos gestes, quand par exemple, on s'intéresse à des choses qui sont simplement des tendances. Quand on se retient de rire, par exemple, il y a une tendance, on prend sur nous. Vous voyez que ce geste ne s'effectue pas au sein même d'un geste, cette fois-ci, mais pour lui-même et en pensée. Je fais une expérience de pensée, et qui est d'ailleurs impliquée dans la morale kantienne. Si on revient à Kant, pour pouvoir être moral, il faut que je puisse m'opposer à mes inclinations sensibles, à mes désirs. Toute opposition à un désir suppose un geste de prendre sur soi. Donc ce geste de prendre sur soi peut être effectué pour lui-même comme s'il était extrait en fait de la dimension gestuelle. Et d'ailleurs là il y a quelque chose d'intéressant parce que se prendre sur soi dans le geste, on pourrait dire on est dans le domaine éthique des conduites. Et quand on commence à l'extraire du geste, parce qu'il y a une dimension éthique dans la conduite, au sens de Spinoza, et quand on extrait se prendre sur soi du geste, on accède à une dimension morale. C'est-à-dire qu'on
morale, au sens où je m'oppose à des inclinations sensibles avant d'agir. Donc il y a quelque chose d'intéressant, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais simplement je le relève au passage. Donc, le geste de prendre sur soi, je peux l'effectuer en moi, comme je disais, je me retiens de rire, je me retiens de faire telle ou telle chose, qui n'est pas nécessairement que morale, mais je refuse, donc le geste de refus. Donc je produis un zéro. Vous voyez bien, je produis le zéro presque pur. Je ne fais même pas de déplacement, il est produit en moi comme zéro, comme geste de prendre sur soi. Et en fait, pour Kant, il le dit clairement, je ne pourrais pas penser, par exemple, quand on prend cette fois-ci des forces qui s'opposent en équilibre. Quand je fais de la mécanique, je dis, bon, là, quelque chose est en équilibre, des forces s'opposent. Comment ça se fait que je suis capable de penser ça? Comment ça se fait que je suis capable de penser que des forces peuvent se neutraliser, mais parce que je suis capable d'en faire l'expérience de pensée. Parce que je ne suis pas capable moi-même de le faire, même si ce n'est pas du tout en rapport avec des forces mécaniques. Je suis déjà capable de les faire avec des forces de désir. Que ce soit des forces de désir ou des forces mécaniques, de toute façon, c'est le même geste qu'en jeu. C'est-à-dire que je ne peux penser ce qu'il y a dans les choses, un équilibre de force, que parce que moi-même je suis capable de le jouer en pensée. Vous voyez, on retrouve ce que je disais tout à l'heure en préambule, que je ne peux penser dans les choses que ce que je suis capable de penser en pensée, c'est-à-dire ce que je suis capable de jouer en pensée. Le geste, donc ici de prendre sur soi, me permet de penser à un équilibre entre des forces. Et ce zéro, en fait, on peut aussi le retrouver dans la physique galiléenne. Ce zéro, alors, je pense que le tournant galiléen me paraît important, parce que ce zéro, en fait, le zéro dont je parle, le zéro d'équilibre, où la question se pose, c'est la localisation finalement. Où il est ce zéro? Quand j'ai dit qu'il est dans ma tête, ou il est dans les choses, ou alors il est dans mon corps, ou alors déjà est-ce que je pose mal le problème, parce qu'en disant qu'il est là ou là, je suis déjà dans une boîte, dans un récipient. Le récipient justement car l'espace dans lequel doivent se trouver donc les phénomènes, alors que c'est ça qui est remis en question par Galilée, dans le sens que si on prend, prenons l'expérience, une expérience de pensée faite par Galilée. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Galilée, c'est quelqu'un qui fait des expériences de pensée, beaucoup. Quand on dit que Galilée, c'est quelqu'un qui fait des expériences, c'est la naissance de l'expérimentation physique, moi je vois surtout quelqu'un, quand on lit Galilée, qui fait beaucoup d'expériences de pensée. Donc c'est-à-dire que ce qu'il fait dans sa tête, c'est quelque chose qui existe dans la nature. Il y a avec Galilée quelque chose qui est de l'ordre de la nature philosophique. Si on prend donc l'exemple bien connu de la personne qui lâche un caillou au-dessus du mât, donc du bateau, la question se pose de savoir si ça tombe au pied du mât, devant, derrière. Et donc quelqu'un qui le regarde sur le port a tendance à penser que ça va tomber derrière parce qu'il fait avancer donc le bateau dans sa tête et puis il se dit que ça va tomber derrière. Donc on voit où est le problème, c'est-à-dire qu'il prend comme référentiel la Terre. Et ce que dit montre Galilée, c'est qu'en fait, il n'y a plus de repos absolu, donc il n'y a plus d'espace absolu, mais ce qui devient absolu, c'est ce qui est de l'ordre, donc ici, des référentiels en mouvement, donc en mouvement relatif uniforme. Mais quand on y regarde bien, là, le zéro fait retour, dans le sens où le bateau, si le bateau est en mouvement par rapport au port et se déplace de façon uniforme, en même temps, le port s'éloigne du bateau. C'est-à-dire que vous avez en même temps, il faudrait dire, vous voyez, ces deux choses, ça va dans un sens et dans l'autre, et au milieu, il y a le zéro. En fait, c'est la découverte du zéro avec Galilée. On retrouve ce zéro, il est implicite chez Galilée. C'est-à-dire, s'il n'y a plus d'espace absolu, on ne peut plus prendre la Terre comme référentiel, qu'est-ce qu'on prend? Eh bien, on prend le principe d'inertie, mais on prend surtout des référentiels. Mais un référentiel qui va dans un sens, nécessairement par rapport à un autre, suppose que les deux sens qu'il y a deux sens opposés en même temps qui sont articulés à partir d'un zéro. Donc en fait, si le port s'éloigne, moi je m'éloigne du port, où est-ce que vous situez topologiquement le zéro? Ben voilà, c'est le vrai problème. Il est où ce zéro?
ce qu'il y a de sûr, c'est que Galilée dit que s'il y a maintenant quelque chose qu'il faut prendre comme référence, c'est ce zéro-là, qui est nulle part en fait, puisque justement, on ne peut pas localiser, on n'est pas dans la localisation, je disais tout à l'heure, mais c'est-à-dire qu'il faut faire ces expériences de pensée-là pour pouvoir, c'est-à-dire que dans tous les référentiels à mouvement uniforme, on aura affaire à la vraie nature avec les vraies lois de la physique qui sont invariables. Donc voilà, il y a la naissance de zéro. Aussi chez Galilée, d'ailleurs, Kant a lu Galilée. C'est pas pour rien qu'après qu'il va s'intéresser à tous ces mouvements relatifs. Donc on voit que, et c'est là, à mon avis, c'est intéressant de dépasser Kant. Kant reste quand même dans une pensée sujet-objet. C'est un sujet avec sujet-objet, chose en soi. En fait, l'objet est constitué par le sujet, mais qui reste dans un face-à-face d'un sujet avec la nature. Le pas que va faire Schelling ou la nature philosophie, c'est de dire non, il faut pas être dans un face-à-face. Il faut penser, il faut aller jusqu'au bout et dire ce zéro, c'est la place du sujet. C'est-à-dire il faut être dans une pensée des sites plutôt, du coup là c'est plutôt leibnizien. Il faut retrouver des sites dans lesquels sont ancrés le sujet et avec le sujet des gestes qui apparaissent et qui sont dans la nature et dans la pensée en même temps. Et donc c'est ça en fait la position de Schelling et de Châtelet. Châtelet, il tourne autour constamment dans les enjeux du mobile. Mais je vais en venir maintenant au problème du temps.